à tous. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Bon, on l'a fait un peu last minute, mais un peu, vous voyez, c'est un peu comme ce qui se passe en crypto. Il y a un momentum, donc on a été assez rapide suite à l'annonce qui a été faite par la Banque centrale Maroc, la Banque El Maghreb, du projet de mettre un cadre réglementaire autour du sujet des cryptoactifs. On s'est dit, bon, sachant qu'on travaillait en parallèle avec Ilham et Ismaël sur différents sujets autour de cette thématique, on s'est dit, tiens, ça serait peut-être le moment d'engager un premier webinaire pour justement commencer à discuter autour de ce thème qui est grandement important pour le Maroc, mais pas que. Donc, on a vu au niveau de l'actualité ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'il y a, bon, bah, il y a un intérêt grandissant dans beaucoup de pays dans le monde, et puis je parlerai principalement des États-Unis, avec l'arrivée de Trump au pouvoir et son gouvernement qui est très pro-crypto-actif et qui a mis aussi au cœur de leur stratégie le sujet de la crypto de manière générale. On sait aussi que dans pas mal de pays aussi dans le monde, et on prendra aussi l'exemple de Dubaï, où il y a aussi des choses très positives qui se passent autour de ce sujet, qui a une forte dynamique, qui a un cadre aussi réglementaire autour de tout ce qui est transactionnel, il y a le Dubaï 2020, il y a pas mal de choses aussi, d'initiatives qui se font autour de Dubaï. Et là maintenant, c'est un peu autour du Maroc, où il y a déjà une première annonce. Euh, et c'est vrai que c'était très attendu, parce que on en reviendra tout à l'heure, mais une communauté assez forte qui s'intéresse au sujet crypto, Web3, blockchain de manière générale au Maroc. Une communauté silencieuse mais importante. Et du coup, il y a, cette annonce était très attendue. Donc là, on pourra imaginer quelles pourraient être les différentes trajectoires pour le Maroc. Qu'est-ce qu'on peut imaginer à court moyen terme? Quels défis, quels challenges, quels risques aussi. Puis bon, sachant qu'on pourra aussi partager des risques de ne pas passer le cap. Là aussi, je pense que Ismaël, c'est un sujet qui va pouvoir aussi développer. Et puis qu'on puisse imaginer en gros quelles sont les opportunités que ça va engager pour le Maroc dans la perspective aussi de la stratégie globale autour de la digitalisation sur le projet 2030 Global Maroc, où on parle beaucoup de justement des initiatives autour des startups, de l'IA. Alors maintenant, je pense qu'aussi autour de la blockchain, il y aura beaucoup de sujets, beaucoup d'opportunités. Et on évoquera également les risques, mais je pense que pour ce premier webinaire, sachant que le sujet est très vaste et qu'on pourra aussi ouvrir sur d'autres thématiques et d'autres cas d'usage, aujourd'hui, je pense qu'on va plutôt se concentrer sur le volet financier, c'est-à-dire ce que ça implique pour les institutions financières, comme c'est une annonce de la BAM. Et après, je pense que dans le cadre euh, d'autres webinaires, on aura l'occasion de développer d'autres sujets, d'autres thématiques. Ça pourra concerner le volet immobilier, le cadre administratif, le, tout ce qui est transport et logistique. Donc, il y a une multitude d'usages possibles autour de la blockchain. Mais avant tout, je vais laisser Ilham et Ismaël, nos deux invités, se présenter. Moi, je suis Badir Galaf. Je suis président de la commission Innovation, Entrepreneuriat et Jeunesse à la Chambre africaine de commerce et de services. Et donc, j'ai le plaisir de partager ce premier webinaire avec Ilham et Ismaël, que je vais laisser se présenter. Merci Badir. Je vais commencer. Donc, Ilham El Bouloumi, ingénieur développement logiciel. J'ai commencé ma carrière dans le domaine des télécoms et il y a 2 ans, j'ai fait ma transition dans le domaine de la blockchain. Le blockchain pour moi, c'était une révélation. C'est toute une nouvelle technologie, mais avec une forte philosophie et un paradigme qui change, qui est en train de changer nos vies. Et au lieu de me contenter de jouer le rôle de spectatrice, ben, j'ai voulu prendre part à cet écosystème grandissant. Et on y est. Je travaille dans le domaine et je travaille sur certains projets liés à la tokenisation, sur le développement de certaines dApps dans l'écosystème. Et je suis de très près l'actualité de cet écosystème et je prends part à participer à des événements internationaux pour suivre l'actualité, pour connecter avec du monde dans cet écosystème. Et ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter de l'actualité marocaine. Ça fait plaisir de voir qu'il y a du mouvement dans ce sens. Et avec Ismaïl et Badir, on va prendre le temps de décortiquer et de partager nos points de vue respectifs. Merci, Ilham. Ismaël.
Ouais. Smaïl Alaoui, ingénieur de formation. Je suis passé par la case développement, informatique et ensuite consulting. Et aujourd'hui, j'aide les entreprises technologiques à vendre leurs services et leurs produits avec des méthodes modernes. Euh, et ouais, je fais partie de l'écosystème crypto Web3 depuis maintenant quelques années, euh, avec différents projets que j'accompagne. Ok, super, merci beaucoup Ismaël. Bah écoute, on va aller directement dans le vif du sujet. Donc on va parler du projet de régulation. Donc aujourd'hui, il n'y a pas encore de cadre bien spécifique qui est défini, mais on peut imaginer dans quelques mois ce qui va se passer. Puis on peut aussi s'inspirer des exemples qui se passent un peu dans le monde pour se dire quelle pourrait être la trajectoire naturelle du Maroc, qui a une ambition forte d'être un véritable hub pour ce qui est digital de manière générale. Et donc, forcément, c'est un sujet qui va être au cœur de la transformation digitale du Maroc, que ce soit autour de l'IA, mais surtout autour de la blockchain. Donc, je ne sais pas comment vous voyez les choses. En tout cas, si on raisonne sur le volet institution financière, impact institution financière, comment vous voyez le tournant que pourrait prendre l'écosystème institution financière slash fintech pour le Maroc à court moyen terme? Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Ilham. Euh, Jusque-là, il faut dire que pour le Maroc, en 2017, il avait pris la position de prudence et il avait fait le choix de bannir, ne serait-ce que de bannir les cryptos. Mais les choses ont évolué dans différents sens. Il s'est passé pas mal de choses en 2021, en 2022 et en ce moment récemment en 2020, fin 2024 et il y a des choses qui se présagent pour 2025. Et l'annonce de Wali Bank el Maghreb de régulariser les cryptoactifs, c'est un point positif et ça envoie un message positif pour l'écosystème crypto et l'écosystème blockchain. C'est tout un nouveau monde qui est en train de se construire autour de ces concepts. Et c'est là pour rester. Et la preuve, tout ce qui se passe autour du Bitcoin, de la compétition entre les pays à constituer leurs propres réserves, les différents pays qui sont en train de rajouter des nouvelles lois pour régulariser l'écosystème et avoir un cadre clair. Donc, l'action ou la volonté du Maroc s'inscrit dans un contexte international et cet écosystème est là pour rester. Et le plus sage, c'est d'y prendre part et créer un cadre qui va encourager l'innovation, qui va encourager les nouveaux business qui sont en train de se créer autour de cet écosystème. Ok, merci Ilham. On reviendra aussi sur certaines définitions, parce qu'on parle beaucoup de bon, crypto-monnaie, bien sûr, blockchain. Je ne sais pas si l'un d'entre vous pourrait définir très rapidement, très simplement, peut-être que pour certains c'est nécessaire, dans les personnes qui sont ici dans le cadre de ce webinaire, comment on pourrait définir simplement la blockchain? Et ensuite on reviendra sur la question. Euh, je vais me lancer, je vais essayer de fournir une explication simplifiée, même si c'est tout un sujet. Et j'invite vraiment tous les participants à se renseigner plus. En fait, la blockchain, c'est une base de données qui est partagée, qui est transparente, qui est immuable, qui permet en fait d'enregistrer différentes transactions euh, que feraient les utilisateurs de cette base de données. Et aujourd'hui, c'est ce qui permet en fait euh, de faire fonctionner les cryptoactifs, les monnaies numériques, ainsi que d'autres produits blockchain. Euh, et, euh, et en fait, cette technologie est née en même temps que le Bitcoin, en- juste après la crise financière de 2008. Et ça a permis en fait à beaucoup d'autres produits de voir le jour. Euh, voilà, j'ai tenté une explication, mais on pourra y revenir lors des prochains webinaires. Non, c'est Ouais, très clair. je vais compléter ce que vient de dire Ismaël. Effectivement, c'est une technologie qui est née en 2008-2009 avec le premier white paper qui parle du e-cash
et que c'était la base de la création du Bitcoin par la suite. Mais pour faire simple, la blockchain, c'est une sorte de database publique, ouverte à tout le monde, et avec des données qui sont immuables, c'est-à-dire une fois enregistrées dans la database, on ne peut plus les changer. Et ça garantit la sécurité, donc du moment qu'on ne peut plus échanger la data. Ça garantit la transparence du moment que c'est public et l'authenticité des données. Et c'est ça l'avantage de la blockchain et c'est ça les concepts de base sur lesquels on a bâti pas mal de solutions technologiques, entre autres les crypto-monnaies et Hmm. d'autres applications comme la DeFi, les NFT et j'en passe. Ok, excellent. Merci pour les explications. Et du coup, je reviens à toi, Ismaël. Le, dans le paysage des institutions financières et des fintechs, donc on a compris que ça allait quand même bouleverser, en tout cas on l'espère, tout ce paysage-là. On peut aussi imaginer qu'il peut y avoir une cohabitation où il faut trouver un équilibre entre le modèle institutionnel financier qui est aujourd'hui et le monde parallèle, entre guillemets, aujourd'hui des cryptos. Et c'est un peu comme résister à Internet. Aujourd'hui, si on parle de Web3, c'est résister à cette nouvelle technologie. Je pense que c'est un virage à prendre et qu'il y a un équilibre maintenant qui existe, parce qu'il y a un certain nombre de pays qui ont fait l'expérience. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme cible atteignable pour les banques, les institutions financières, les établissements de paiement, et après, bien sûr, les fintechs, mais déjà, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on autorise? Parce que aussi, si toutefois on ne met pas un cadre réglementaire, un des risques majeurs, c'est que, qui, entre guillemets, on trouve toujours des solutions. Puis au Maroc, on est très spécialiste pour trouver toujours des solutions de contournement pour aller de toute façon euh, accéder à ce monde-là. Donc, quel serait du coup le tournant à prendre, encore une fois par expérience, je sais que vous savez un peu tout ce qui se passe un peu dans le monde sur ce sujet, pour qu'on puisse commencer à avoir un premier alignement de ce sujet au Maroc. Ça serait quoi? Euh, je pense que je vais revenir d'abord sur la situation. Aujourd'hui, le Maroc il fait partie du top 20 des, des pays qui utilisent la crypto, notamment à la 13e place pour Bitcoin. Euh, il y a aussi un élément qui est que 42% de la population n'est pas bancarisée. C'est un chiffre qui est important. Et malgré ça, on voit que 3% de la population utilise crypto-monnaie, crypto-actifs, malgré l'interdiction, malgré le manque d'un cadre réglementaire. Donc, il y a un aspect fonctionnement en dehors du circuit réglementaire qui est à prendre en compte et je pense que Malcolm Raleigh est en train de s'intéresser au sujet. Euh, par rapport à la sensibilisation, par rapport à légiférer tous ces fonctionnements-là, toutes ces institutions, toute cette industrie en fait qu'est le Web3. Effectivement, comme l'a dit Ilham, enfin, la relation entre les crypto-monnaies et le Maroc, euh, elle a été fait une interdiction en 2017. Ça a un petit peu évolué parce que on a vu qu'il y avait de l'adoption de pays comme des pays en Asie du Sud-Est ou en Afrique, qui a permis beaucoup d'avancement et donc d'augmenter le PIB. Et aujourd'hui, je pense que je, on pourrait spéculer sur ce sur quoi travaille Banque Maghreb euh, pour favoriser cet écosystème et faire avancer les startups marocaines dans la blockchain. Euh, et ça devrait pouvoir s'inspirer de ce qui s'est passé pour la réglementation MiCA en Europe. Donc cette année, il y a eu euh, l'adoption de MiCA, donc Markets in Crypto Assets, par le Parlement européen. Et je pense que ça devrait s'en rapprocher. Et c'est ça qui devrait permettre en fait d'avoir plus de clarté et de lancer plus de projets, mais aussi de favoriser la croissance des startups au Maroc. Donc en gros, ça serait encadrer les transactions, c'est-à-dire qu'on puisse faire des transactions au Maroc autour de ces sujets de crypto, ce serait ça, dans un premier temps? Moi, je, En fait, il y a pas mal de sujets très différents. Il y a déjà l'achat de crypto, qui est aujourd'hui interdit, donc éventuellement permet de ça. Il y a aussi d'autres usages qui sont comment on peut utiliser la blockchain pour permettre un transfert de valeur ou d'informations de façon très sécurisée.
On peut imaginer, il en parlera mieux que moi, des cas d'usage dans la supply chain ou des choses comme ça. Et au-delà des transactions, c'est-à-dire que la blockchain ne permet pas que des transactions, elle permet aussi euh, un transfert de valeur, un transfert de la data, euh, de très forte sécurité et authenticité. Donc il y a beaucoup de choses, et on y reviendra lors des prochains webinaires, je pense, que permet la blockchain et qui aujourd'hui n'existe pas, tout simplement parce que le cadre réglementaire ne le permet pas encore. Ok. Ilham, je te remercie, Ismaël. Ilham, tu voulais compléter? Ouais, justement, je voulais rebondir sur ce que vient d'être dit. En fait, pourquoi on a besoin d'une régulation par rapport à ce sujet-là? La régulation, on en a besoin pour protéger les investisseurs et protéger les utilisateurs. Du moment que pour le moment, il n'y a pas de régulation claire à ce sujet-là, les utilisateurs sont livrés à eux-mêmes. C'est un domaine qui est open pour le moment et on est sujet aux scams, aux fraudes, aux arnaques, etc. Et si on a une loi qui organise l'écosystème, qui protège les utilisateurs, on peut créer un cadre où les gens peuvent investir d'une manière, comment dire, où on se sent confident, on se sent à l'aise. Et ça d'une part. Et d'autre part, cette réglementation-là est nécessaire aussi pour les business, pour les startups. D'après ma discussion avec certains cofondateurs de startups au London Blockchain Conference, il y avait jusqu'à récemment des startups qui ont fait le choix de quitter les États-Unis pour s'installer en Europe parce qu'en Europe, on avait enfin une réglementation claire qui s'appelle MiCA et on va pas avoir de surprise avec la SEC ou autre. Et donc, cette clarté-là, on en a besoin pour organiser l'écosystème et pour protéger les différentes parties prenantes. Donc, c'est la raison principale d'avoir cette réglementation-là. Et nuance, au Maroc, ce qui est interdit, c'est pas la blockchain, c'est les cryptoactifs. Mm. Donc, il faut dire qu'il y a déjà dans l'écosystème marocain des entreprises qui travaillent déjà dans la blockchain ou qui utilisent la blockchain. Donc, c'est deux choses différentes. Je pense que la nouvelle loi va réglementer l'usage des cryptoactifs, mais la blockchain, c'est toujours open. C'est une technologie Mais utilisée. n'empêche que cette réglementation-là va envoyer un signal positif à l'international, aux différents investisseurs, aux différents gros projets du Web3 ou de la blockchain, pour dire que voilà, on a enfin un écosystème, une réglementation favorable et crypto-friendly, et ça va attirer et mettre un peu, un peu de lumière sur l'écosystème marocain, sur les compétences marocaines et sur l'écosystème entrepreneurial marocain. En ce qui concerne l'impact sur les institutionnels, sur la fintech, sur les moyens de paiement, je pense que quand on utilise une solution technologique, on ne l'utilise pas pour ça en tant que tel, mais pour ce que ça va apporter. Et la blockchain apporte un gain de temps et un gain d'argent. Un gain de temps, c'est parce que ça permet un transfert quasi instantané des valeurs. La valeur, ça peut être de la monnaie, comme ça peut être de la data. Et aussi, ce transfert-là se fait d'une manière aussi très peu coûteuse par rapport aux moyens traditionnels, par rapport à un transfert bancaire, par rapport à un transfert par courrier ou autre. Donc, c'est instantané. Gain de temps, c'est peu coûteux, gain d'argent, et ça va propulser effectivement et ça va créer de nouveaux business models dans les fintech, dans les moyens, dans les manières d'investir comme la tokenisation. Et là, rien qu'en parlant de tokenization ou tokenisation des real world assets, c'est un large domaine où on va parler d'immobilier, on va parler d'actions dans la bourse, où on va parler aussi de l'art. Et c'est une nouvelle porte d'investir et une nouvelle porte d'inclusion financière. C'est large, plein de choses prometteuses en ouvrant ce genre de porte. Faute de temps, on n'a pas le temps de tout explorer, mais promis, dans d'autres occasions, on abordera plus en détail le sujet. Ok, je te remercie pour cette explication. Donc, on a compris que
les risques, bah, ils existent aujourd'hui parce que là, c'est une vraie surprise, une vraie information de dire que le Maroc est ici au troisième rang mondial d'utilisation de cryptoactifs. Et pour autant, on n'a pas de cadre réglementaire. Donc, on peut sentir qu'il y a un potentiel fort, une attente forte. Et Absolument. donc, on peut aussi imaginer que il y a un écosystème qui va se mettre en place naturellement, qui va s'accélérer. Je vais juste Cadre rajouter réglementaire. quelques autres chiffres, Badir. Oui. En termes de trading, de crypto, le Maroc compte plus de 13 milliards de dollars. En termes d'utilisateurs, 1,5 million d'utilisateurs. Donc oui, il y a déjà un marché et qui a juste besoin d'un cadre clair pour s'épanouir, je dirais. Mais justement, donc, on a ce cadre-là, et comme le dit un de nos invités, Sanoufsine, il dit qu'effectivement, il y a c'est un sujet qui est très attendu au Maroc, mais il y a un cadre réglementaire aujourd'hui qui est très strict, qui ne le permet pas. Donc, on peut imaginer que avec les annonces qui vont arriver prochainement, qu'il va y avoir la possibilité d'encadrer les transactions qui sont nombreuses, avec des volumes qui sont relativement importants. Donc, ça fait aussi un manque à gagner pour les institutions financières, locales, de capter une partie des flux. Donc ça peut être les établissements de paiement, ça peut être les banques traditionnelles qui peuvent, comme un certain nombre de banques, on le voit dans différents pays, qui permettent ou qui proposent le fait de pouvoir acquérir des cryptoactifs à travers la plateforme. Ça fait également de la place pour les fintechs qui sont déjà peut-être qui ont déjà un pied dans le sujet et qui vont pouvoir trouver des cas d'usage et des collaborations avec des institutions financières ou des banques qui ont pignon sur rue. Donc ça, on peut imaginer déjà que ce premier volet, qui, de mon point de vue, est atteignable, c'est-à-dire en gros dire permettre à la population. Après, il va peut-être y avoir aussi un sujet avec tout ce qui est office d'échange, voir comment tout ceci va s'articuler. Euh, mais bon, vu qu'aujourd'hui on y arrive d'une manière ou d'une autre, je pense qu'effectivement il y a un sujet avec l'office d'échange qui doit s'articuler pour fluidifier, on va dire, l'aspect transactionnel. Il y a une réalité par rapport au fintech, ça fait un nouveau sujet, en plus de l'IA, qui va créer de nouveaux business, qui va permettre aussi d'explorer de nouveaux postes, du moins de nouvelles ambitions de boulot. On dit que là, il y a l'IA qui va permettre de générer beaucoup d'emplois, il peut y avoir aussi la blockchain, donc ça, c'est autant de technologies, autant de savoirs qui vont permettre de créer des formations spécifiques et permettre à avoir une communauté et des champions sur ce type de domaine au Maroc, qu'on soit un véritable hub sur ce domaine. Donc c'est vrai pour l'IA, ça va le devenir pour la blockchain. Pour les fintech et les startups, ça fait de nouveaux usages. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont dû se freiner dans le monde de la startup et de la fintech en se disant, bon, il n'y a pas de cadre, on n'y va pas, on va plutôt s'orienter sur autre chose, sur du paiement de manière générale. Et là, du coup, ça fait un vrai sujet majeur. Là, vous l'avez dit, on a parlé en plus d'1 million de personnes au Maroc, c'est ça, qui utilisent ce sujet. Donc, si vous arrivez à capter ne serait-ce que 10% de ce volume-là, d'un point de vue business, c'est quelque chose de très important. Et donc, voilà, tout cet intérêt va venir en grandissant. Et puis, bon, ça va nécessiter aussi de sensibiliser les gens, vulgariser un peu ce qu'est, et puis démystifier tout ce sujet autour de la crypto, la blockchain, le Web3, où il y a encore beaucoup de choses qui sont pas forcément très claires dans les esprits des gens, que c'est pas encore très, très palpable, très concret. Il y a beaucoup, ils se disent oui, moi ça peut m'intéresser, mais je comprends pas en fait. Autant tu me donnes du cash, je sais ce qu'on est beaucoup une culture de cash. Le cash on maîtrise, l'argent dans la banque on le maîtrise. Et comme le rappelait Ismaël, il y a un sujet aussi où on a encore un taux de bancarisation qui doit être faible, faible. Il est autour de 40%. Donc il y a aussi de la place sur le sujet d'inclusion financière. Mais on a toujours cette culture de posséder physiquement les choses et le cash. Donc je pense qu'il va y avoir aussi un challenge pour arriver à sensibiliser les gens et que ce soit un nouveau levier qui va permettre d'améliorer l'inclusion financière, comme ça a été le cas des telcos il y a quelques années derrière, des établissements de paiement. Donc je le vois aussi comme un booster sur ce sujet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait, pour rebondir rapidement sur ce que je viens de dire, Badir, par rapport à la mentalité des Marocains, c'est vrai qu'on a une relation très orientée physique. On souhaite voir dans quoi on investit. Soit on investit, soit on a du cash, soit on investit dans de l'or, c'est du physique, soit on investit dans l'immobilier, c'est encore du physique.
C'est la mentalité des Marocains en général. Mais aussi, il faut dire que, il y a des barrières, en ce qui concerne les cryptoactifs et la blockchain, la majorité des gens en entendent parler, mais ils ont du mal à capter de quoi il s'agit. Il y a un effort d'éducation à faire dans ce sens et à leur expliquer comment ça marche et à les initier. Et à rendre les choses concrètes pour eux. Parce qu'une fois on fait la première transaction ou la première création de sa wallet MetaMask, par exemple, et on fait le premier transfert d'une wallet à un autre en quasi instantané, c'est là où on touche concrètement l'intérêt d'avoir une telle solution et le potentiel d'avoir ça entre les mains. On est maître de son argent, on est maître de ses crypto-monnaies, on a une certaine liberté à gérer, on a une certaine aisance financière et temporelle parce que c'est instantané et c'est peu coûteux. Donc, une fois on a on a touché ces avantages-là, là, on peut prendre goût et commencer à s'intéresser à ce genre de solutions technologiques. Donc, effectivement, il y a un effort d'éducation, de vulgarisation auprès de notre population marocaine afin de leur faciliter l'adoption de cette nouvelle technologie. Mais je te laisse, Ismaël, éventuellement, si tu souhaites rebondir par rapport à ce que vient de dire Je voulais te Nadir. demander comment, parce que tu as utilisé le mot wallet, Ah, ah. donc est-ce que tu veux bien t'aventurer à expliquer ce que c'est? La wallet, c'est une sorte de compte bancaire où tu n'as pas besoin de banque pour t'autoriser à l'avoir. Il s'agit juste d'installer une simple application sur ton téléphone ou un plugin sur ton ordinateur et ça te donne une adresse à partir de laquelle tu peux envoyer ou recevoir de l'argent sans avoir une tierce personne pour te l'autoriser. La banque, un compte bancaire, tu as besoin de te rendre à la banque, donner ta pièce d'identité, donner des justificatifs. Et une fois c'est validé et vérifié et validé, là, tu peux avoir accès à un compte bancaire et commencer à recevoir et envoyer de l'argent. Et encore, quand tu es avec une banque, tu as des limitations, tu as du contrôle. Par contre, avec une wallet, tu es maître de ton compte bancaire. C'est toi qui gères toi-même tes actifs financiers. Et c'est toi qui gères tes limites aussi. Donc, oui, c'est une sorte de compte bancaire, mais sur la blockchain où tu es, le maître et tu n'as pas de partie tierce pour, euh, pour gérer ça. Ça a un avantage et aussi des inconvénients, parce que si jamais tu as un pépin, tu es victime d'une arnaque ou d'un scam, tu n'as personne à qui te tourner. Par contre, Mhm. avec une banque, bah, tu as des assurances, tu as un système de cybersécurité, tu as des process. Donc, ça a des avantages et des inconvénients. C'est des paradigmes et des philosophies différentes. Et ça ne se contredit pas, c'est pas en concurrence, c'est complémentaire. Et c'est deux écosystèmes qui peuvent vivre ensemble. Aujourd'hui, on voit aussi des banques qui proposent des solutions pour acquérir des cryptoactifs. Donc, de première vue, c'est des compétiteurs, c'est des ennemis, entre guillemets. Mais aujourd'hui, je vois que les gros investisseurs sont les institutionnels financiers qui sont en train de prendre de grosses parts de marché de cryptoactifs, de gros investisseurs dans le domaine. Et il y a aussi de nouvelles solutions qui apparaissent et qui sont en train de marier les deux solutions, le système bancaire traditionnel et le système bancaire basé sur les cryptoactifs et les blockchains. Ouais, ouais. Je pense que pour le wallet, ouais, c'est exactement ça. C'est une sorte de compte bancaire. Peut-être le concept le plus proche de ce qu'on connaît, mais 100% responsable. C'est-à-dire qu'on est soi-même sa banque. Et donc, si on se fait arnaquer ou hacker, on perd tout. Ouais. Donc, il y a vraiment un sujet de sensibilisation euh, à apporter aux personnes avant de commencer à utiliser. C'est-à-dire que avant d'intégrer ce monde qui est le Web3, il faut vraiment comprendre des concepts, vraiment bien étudier et savoir ce dans quoi on va s'aventurer. Et ça, on va vous en reparler dans les prochaines sessions Ouais. euh, qu'on va programmer prochainement. Mais oui, not your keys, not your coins. Donc, pareil, si vous, à partir du moment où vous avez un wallet, vous êtes 100% responsable. Donc, c'est du positif, mais aussi ça vous expose à des risques. Donc en gros, on peut dire que
le bon compromis, ce que tu évoquais tout à l'heure, Ilham, c'est que les banques, les institutions financières qui ont un cadre réglementaire de facto Oui, permettent les transactions à travers leur système. oui, Et du coup, on a le bon équilibre entre la logique full décentralisée, où effectivement, il n'y a pas de tierce personne qui, qui a accès à ce que vous faites, ce que vous faites pas. En revanche, là, vous arrivez dans un cadre où, justement, ces banques, ces institutions financières le oui, permettent, que c'est capté sur ces plateformes-là. Et donc, vous pouvez trader, vous pouvez acheter différents types de crypto et qui sait, le jour si la banque centrale se lance et lance une monnaie numérique digitale, elle sera aussi de fait aussi intégrée dans cet écosystème. Donc peut-être que le bon compromis à court terme, ce serait celui-là. Ce serait de dire que ces institutions financières permettent d'acquérir des transactions, de faire des transactions, pardon. Et du coup, il y a une question, je vais commencer à prendre des questions des personnes qui sont dans l'Assemblée. Ouais, Alors, je voulais juste réagir, oui, dire rapidement. Euh, je t'en prie. il y a, donc tout ça, c'est un nouveau monde. Il y a beaucoup de choses qui se passent et on l'a vu avec les actualités, avec l'élection de Trump et de la nouvelle administration américaine. Euh, L'intérêt de plein de pays, et vraiment beaucoup, envers cet écosystème. Euh, que ce soit Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, mais aussi la blockchain en général. Et je pense qu'il faut s'en inspirer. Je pense qu'il faut saisir l'opportunité justement pour avancer rapidement parce que voilà, pour qu'on puisse développer des choses intéressantes, il faut s'y intéresser tôt. Et donc cette législation arrive vraiment au bon moment. Euh, je voulais juste mentionner par exemple la Russie qui va commencer à réinvestir en Bitcoin. Je voulais aussi mentionner que euh, beaucoup de pays qui sont très similaires au Maroc ont déjà forte adoption grâce à un cadre juridique. Et donc, l'avenir est très radieux. C'est vraiment une opportunité pour les investisseurs et pour les gens qui veulent créer des projets de s'intéresser au sujet en attendant que la loi sorte. Ce qui va permettre de lancer vraiment des projets avec vraiment beaucoup de potentiel, que ce soit pour les banques ou les entreprises. Et d'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'au Maroc, donc on sait qu'il y a des utilisateurs de la crypto, on sait qu'il y a des entreprises qui utilisent la blockchain, la technologie, parce que là, il n'y a pas de problème à utiliser cette technologie. Je crois même que l'OCP en fait partie. oui. Qu'il y a des projets aussi autour de tout ce qui est KYC, qui utilisent cette technologie, qui est aussi particulièrement intéressante. Euh, mais est-ce que vous savez si cette techno, le Web3 et la blockchain, on a des jeunes ingénieurs qui sont formés au Maroc? Ou est-ce qu'on a une grosse communauté d'ingénieurs qui maîtrisent cette techno? Parce que du coup, ça va ouvrir beaucoup de possibilités d'un point de vue business, d'entreprise, et puis les banques et les institutions financières vont s'y intéresser. Et on va avoir besoin dans le pays d'avoir des techniciens qui maîtrisent le domaine et on va devoir se préparer à ça. Au même titre que l'IA, là, on va avoir besoin de personnes qui maîtrisent parfaitement cette techno et on va avoir besoin d'une armée de développeurs pour justement être dans un contexte de souveraineté numérique et puis d'être aussi autonome sur un domaine sensible comme celui-là, avoir suffisamment de personnes dans le pays qui puissent justement rallier les rangs de ce sujet. Si on évoque le volet formation au Maroc, d'après mes connaissances, il y a certaines écoles d'ingénieurs au Maroc qui commencent à traiter ce sujet, comme l'NCIAS, l'INPT. Apparemment, ils ont des cursus de formation sur les bases de la blockchain. Mais est-ce que c'est suffisant ou pas à voir? Mais d'après ce que je sais, c'est que la majorité des gens, comment dire, qui sont installés au Maroc, qui travaillent actuellement dans le domaine de la blockchain, c'est surtout de l'auto-formation. Le contenu fourni par le Maroc, enfin des sources, enfin, des institutions de formation au Maroc, je pense que c'est, et on n'a pas trop 36 000, ça se compte sur le bout des doigts. Et donc, on se dirige surtout vers du contenu en anglais, du contenu de certaines institutions à l'international. Et effectivement, il y a un manque sur le marché marocain de compétences marocaines qui peuvent former à ce sujet. Mais je pense qu'il y a une bonne communauté Web3 au Maroc. Mais si on crée des synergies et on unifie les efforts, on peut créer notre propre hub
blockchain, qui soit orienté formation, qui soit orienté hub startup, focalisé sur l'écosystème Web3 et blockchain. Il y a tout un monde à créer autour de ça au Maroc, quoi. Ok, je te Ouais. remercie. Euh, je rebondis rapidement. Il y a effectivement, le besoin de formation, il est à deux niveaux. Premier niveau, je pense que c'est la sensibilisation et toutes ces explications. C'est quoi un wallet, c'est quoi la blockchain, c'est quoi Bitcoin, comment ça Ah, marche. Ça, c'est vraiment à destination d'un public très général. Et deuxième niveau, c'est effectivement de former des ingénieurs blockchain, euh, voire même blockchain IA, parce que maintenant, les deux technologies commencent ouais, à ça se marie. fusionner. On entend parler de proof of human, des choses comme ça, parce que demain, demain, très rapidement, le web va être inondé par du deepfake, des choses qui sont générées par l'IA, et du coup, on va devoir s'intéresser, enfin, savoir qui est humain de qui l'est pas. Et aujourd'hui, c'est impossible sans la blockchain, sans cette technologie. Euh, et donc, il faut avoir des ingénieurs, comme tu dis, une armée d'ingénieurs qui savent développer des applications décentralisées, interagir avec les blockchains, etc. Et pour, on va y travailler. On va travailler à fournir ces formations, à fournir cette sensibilisation. Et au niveau de la communauté, j'invite les gens qui participent à nous contacter. On va organiser différents événements. On peut déjà euh, discuter de plein de choses différentes si le sujet vous intéresse. Euh, et donc, vous inviter aussi aux événements qu'on va organiser. Merci Ismaël. Bon, en tout cas, ce que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est que bon, les opportunités, on en voit, sont en grand nombre. Qu'à court terme, on peut imaginer que il y ait ces deux mondes qui sont opposés pendant longtemps, c'est-à-dire l'institution financière traditionnelle et les banques telles qu'on le connaît, et le monde des cryptos. Il y a un monde où les deux arrivent à fonctionner ensemble et dans différents pays, on voit que ça fonctionne. Il y a un tournant à prendre. En tout cas, il y a la volonté de Banque El Maghreb, donc ça, c'est plutôt très positif. La première étape, on l'a évoqué, et ça fait aussi appel à une question de Stéphane qui dit quid de l'imposition des gains, donc on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Je Euh, peux juste répondre rapidement à la question de Stéphane. Au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas encore les détails de la loi, de la réglementation des cryptoactifs au Maroc. On sait juste qu'il y a une volonté, il y a un texte de loi qui va apparaître courant 2025, mais les détails par rapport à la taxation, l'imposition et comment ça va être organisé, on le saura en courant 2025. Merci. Donc en fait, l'idée, c'était de dire qu'effectivement, on oppose le côté centralisé avec un tiers de confiance versus full décentralisé. Ouais. On a dit que précédemment que le monde qui permet de les rejoindre, ces deux mondes, il y a effectivement le fait de utiliser la technologie pour avoir une e-devise, un e-dirham par exemple au Maroc. Ça, c'est ce qu'on appelle une CBDC, Mhm. donc qui soit créée au Maroc. Donc ça, c'est aussi un sujet important. Parce qu'il faut pas qu'on oppose les mondes, mais il faut plutôt qu'on réfléchisse à comment les deux peuvent fonctionner ensemble. Décentralisation vs contrôle et surveillance. Bon, il y a des pays où, même en France, vous pouvez acheter sur certaines plateformes connues. Donc, vous faites un KYC normal, vous renseignez vos informations et puis vous pouvez faire des transactions, trader, etc. Certes, à un moment donné, va se poser la question de l'imposition quand vous êtes sur ces sujets-là, mais là, aujourd'hui, ce n'est pas notre sujet. Mais en gros, dire, c'est comment on utilise la techno dans le système actuel pour répondre à des enjeux qui sont importants, des enjeux liés notamment à l'inclusion financière, des enjeux de comment cette technologie peut accélérer la digitalisation d'un certain nombre de sujets au Maroc, peut sécuriser. On a parlé de tous les bienfaits de cette technologie. Je pense que le sujet à court terme, c'est plutôt celui-là. Et puis, bien évidemment, tout ce que ça va générer en termes d'opportunités. Donc, la formation, la création d'emplois, un boost au niveau des startups et des fintechs. Donc, tout ça, et bien évidemment, tout le flux financier Absolument. qui va être entre guillemets pas capté, mais en gros, il y a une partie de ce flux financier qui pourra avoir un intérêt pour l'économie du pays. Donc, on verra comment les choses vont se passer. Euh, En tout cas, on sait pour sûr que ça va générer autant d'opportunités que de ce qu'on vient d'évoquer. En revanche, d'un autre côté, les risques, c'est si on met pas de cadre
autour de ce sujet, on va continuer à faire ce que l'on fait, alors qu'on est plutôt visiblement nombreux au Maroc à, à être dans le sujet, c'est être vulnérable. Parce qu'il n'y a pas de cadre qui donc risque de cybercriminalité, risque Mhm. etc etc. Donc et je pense que le pays en a conscience. Et je pense qu'il y a autant de pays dans le monde qui peuvent être cités comme exemple. Je crois, Ismaël, lorsqu'on discutait, vous aviez parlé de Dubaï, vous avez parlé du Nigeria, vous avez parlé de pays en Amérique latine, et puis bien évidemment la dynamique est en train d'inscrire les États-Unis. Donc ça, c'est très important. Donc on va pas réinventer la roue, mais on va plutôt s'inspirer de ce qui est fait et puis voir qu'est-ce qui culturellement, psychologiquement, on va le plus s'adapter à notre culture, à nos usages parce que aussi, ça va aussi potentiellement contribuer à la disparition du cash, qui peut être vu positivement et négativement. Donc voilà, donc c'est autant de sujets qu'il va falloir amener progressivement. Il y a une remarque ou une question de Kevin. Le Maroc doit vite créer son hub crypto. Il y en a au moins un dans chaque continent. Le Maroc doit leader l'Afrique et vite l'obstacle. Surtout, c'est le dirham non convertible qui est en fait de facto une économie semi-fermée et donc non compatible à amener un écosystème crypto. Mais écoute, tu as parfaitement raison, et c'est d'ailleurs l'ambition du Maroc à travers son projet digital ou Digital 2030, c'est d'être un véritable hub pour le Maroc, mais pas que pour le continent de manière générale. Il y a déjà d'autres pays qui sont plus ou moins avancés sur le sujet, comme le Nigeria, Ouais. mais le Maroc s'inscrit vraiment dans tout ce qui est digital, innovation, IA, startup, d'être un véritable champion régional et puis véritablement un hub dans les relations bilatérales avec un certain nombre de pays en Afrique. Et bon, j'ai cru entendre par ailleurs, alors ça, j'ai pas encore vérifié, qu'il y a un certain nombre de pays en Afrique qui rêveraient d'une monnaie digitale unique africaine. Donc ça, euh, on peut rêver, mais ça serait l'idéal, qui est une e-devise africaine avec qui soit, comment dire, contrebalancé avec, je sais pas moi, soit du Bitcoin, soit de l'or, je sais pas comment ça fonctionne à ce moment-là, hein. C'est avec quelle réserve derrière? Est-ce que c'est une réserve de Bitcoin derrière pour justement avoir une e-devise ou est-ce que ça peut être des réserves comme de l'or pour justement contrebalancer? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'est clair que il y a un virage à prendre très rapidement. Je pense que le Maroc en a conscience et pour se positionner en véritable leader dans ce domaine. Donc je sais pas les amis si vous avez des compléments à rajouter, un takeaway, parce qu'on aura effectivement d'autres webinaires. S'il y a des questions rapides, on peut essayer de les prendre. Ouais, si je peux rebondir rapidement sur le IDIRAM et les CBDC. Les CBDC en général, c'est un sujet controversé dans le monde entier, pas juste au Maroc. Ok. Euh, c'est vrai que ça facilite les échanges financiers du moment qu'on a accès à une monnaie locale digitale. Mais ça relève des questions de confidentialité, de flicage, de transparence, de comment on va gérer cette monnaie digitale, comment on va gérer la taxation, etc. C'est un grand sujet et qui n'est pas très bien accueilli dans le monde entier, dans plusieurs pays, pas que au Maroc. C'est un sujet à détailler, à mûrir comme réflexion. Et je pense que ce serait pas le premier use case du Maroc en termes d'application des cryptoactifs. Je vois ça comme un projet qui serait plutôt long terme. On peut commencer la réflexion dès aujourd'hui. Mais je ne crois pas à son application, par exemple, l'année prochaine ou l'année d'après. Surtout que on est face à une population au Maroc qui n'est pas bancarisée, qui n'est pas qui est cash-oriented. Donc, il y a tout un chemin à faire avant, avant de concevoir des solutions basées sur le IDIRAM ou les CBDC en général. Voilà, c'est ma Merci, réflexion Yann. par rapport au CBDC. Je te remercie. Ismaël? Oui, oui, par rapport au CBDC, c'est quand même une tendance mondiale. Donc, il y a eu déjà des tests qui ont été faits, euh, y compris aux États-Unis, sur comment on pourrait instancier une monnaie numérique qui serait utilisée par l'État. Euh, bon, c'est un sujet effectivement controversé. Euh, on laissera le choix aux législateurs de discuter avec les connaisseurs et de trancher.
Sinon, ouais, je voulais revenir sur une question de Mohsin concernant le quantum computing. Effectivement, ça remet en question la sécurité, mais enfin, toute l'équipe Bitcoin, Ethereum, etc., on s'en au courant. Et il y a déjà des avancées qui sont faites en ce sens. J'ai pas plus de nouvelles, mais je sais qu'ils travaillent sur le sujet du quantum computing pour réduire justement le risque d'attaque potentielle qu'auraient des gens qui possèdent cette technologie. Ok, merci Ismaël. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques, je regarde en même temps. Il y a Stéphane qui nous a partagé un article de Badr Belhaj. Je pense que ça fait partie des invités futurs invités qu'on avait identifiés. C'est bien ça, il aime pour un Oui, tout futur à web. fait. Tout à fait. Voilà, donc ce monde-là est donc autant il y a plus d'1 million de personnes, autant ce monde est aussi petit. Donc les gens se connaissent assez vite sur ce domaine. Donc on va d'ailleurs l'inviter parce qu'il est très pertinent dans ses analyses sur le sujet, euh, BDC. le cadre Parfait. réglementaire, CBDCs, ce que ça peut apporter pour le Maroc. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur un sujet ou est-ce que vous avez des remarques? N'hésitez pas. Mais sinon, on conclura cette première session et on vous donnera bien sûr rendez-vous à une session très prochainement qu'on calera et là peut-être qu'on zoomera davantage sur le sujet et peut-être que d'ici là, d'ici janvier, il va se passer encore d'autres choses et il y aura certainement une actualité qui aura bougé, je l'espère, positivement pour le Maroc. Mais en tout cas, Euh, gardez en esprit que quel que soit le scénario, il y a de la place à beaucoup d'opportunités. Donc on a parlé de formation, on a parlé des sujets autour des fintech. On a parlé de start-up. Voilà, donc c'est un virage à prendre. Il y a une question de Kevin. Quels sont les next steps prochains 3-6 mois pour que le Maroc bouge au niveau crypto? Ismaël, tu veux répondre à cette question? euh, je pense que le Banque al Maghreb fait ce qu'il faut et ils sont au courant de ce qui se passe. Ils ont déjà créé des ateliers de travail. Et d'ailleurs, ils travaillent dessus depuis Que, des années, hein. C'est pas récent. Ils ont fait une annonce, mais ça fait comme des années qu'ils travaillent sur le sujet. On peut dire ça. effectivement, effectivement. Ouais. Et du coup, bah, c'est surtout ça. Tant qu'il n'y a pas vraiment de cadre légal, je ne vois pas quels autres next steps pourraient avoir lieu dans les 3-6 mois. En tout cas, ça va beaucoup bouger au niveau international dans les prochains mois. On le voit déjà, hein, bien qu'en décembre, il y a eu énormément de mouvements. Donc voilà, j'ai pas plus, j'ai pas la réponse En tout cas, claire, mais voilà, je fais confiance aux législateurs de on peut faire ce qu'il imaginer faut. d'un point de vue dynamique. On voit ce qui se passe autour du monde des BRICS. On peut en parler ici. Il y a tout un sujet autour d'une monnaie digitale. Il y a tout un intérêt fort, majeur, euh, pour sortir, entre guillemets, du système traditionnel. Donc, ça reste un paramètre à intégrer. Il y a le deuxième sujet qui est les annonces des Américains. Donc, vous voyez cette polarisation au niveau mondial qui est en train de rabattre les cartes du système financier tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, les pays vont devoir se positionner sur ce sujet-là. Et je pense que le Maroc l'a compris. Et ça fait des années qu'il travaille dessus. Donc, je pense que dans les 3-6 mois, on peut pas dire de manière claire ce qui va se passer. Mais une chose est sûre, c'est que il y a un cadre réglementaire qui va sortir. On peut imaginer que ce cadre réglementaire va permettre de mettre, de légiférer autour de tout ce qui est transaction. Dans quel délai ça va se mettre en place de façon très opérationnelle? Tout va dépendre de la dynamique après du secteur privé. C'est-à-dire qu'une fois que le cadre va être posé, il va falloir que le secteur privé aussi se mette en ordre de marche. Donc, soit on va aller faire appel à des entreprises étrangères qui sont déjà matures sur le sujet et qui vont venir euh, justement profiter de cette opportunité pour venir travailler avec des banques traditionnelles, des établissements de paiement, etc. Je pense que vous êtes d'accord là-dessus. Ou peut-être qu'il y a des acteurs locaux qui vont commencer à proposer d'intégrer des cas d'usage autour du système des fintechs et puis des établissements financiers. Mais c'est vrai qu'on le dit comme ça, on a l'impression que c'est pas atteignable ou pas à court terme. En tout cas, je pense pas que c'est quelque chose qui va se faire dans 3 à 6 mois, mais en tout cas, on peut espérer que dans les 3 à 6 mois, on commence à avoir
des premiers éléments de ce fameux texte réglementaire. Qu'est-ce que ça va permettre de faire? Donc maintenant qu'il y a cette annonce, ce teaser a bien marché, on peut imaginer qu'on va commencer à avoir des premiers éléments de temporalité. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au Maroc de manière concrète et dans quel délai? Ça serait bien, parce qu'au moins ça permettrait aussi au secteur privé de se mettre en ordre de marche vis-à-vis de ça. Et puis ce qui serait aussi intéressant, c'est qu'il y ait une espèce de gouvernance globale, c'est-à-dire que qu'il y ait une initiative gouvernementale et qui viennent booster, on va dire, toutes ces initiatives, parce que si on fait chacun des choses dans notre coin, bon, ça reste des initiatives, mais si on pouvait, je sais pas, mettre en place un fonds pour venir booster la formation, un fonds qui va aussi venir accompagner les startups et les fintechs qui veulent investir sur ce sujet, peut-être que ça va rentrer dans le cadre, je sais plus comment s'appelle le programme Digital Startup 2030, je crois, porté par le gouvernement. Ça serait déjà un bon levier très concret pour qu'on puisse justement s'inscrire dans cette dynamique. En tout cas, le Maroc est en train d'envoyer un signal positif, comme quoi on avance positivement vers à devenir un pays crypto-friendly. Après, dans quel délai, dans quel cadre, avec quelles conditions, ça va se clarifier courant 2025. Euh, N'empêche que c'est tout un monde, les cryptoactifs et la blockchain. Et le webinaire d'aujourd'hui, c'était l'occasion d'avoir une sorte d'overview de ce qui se passe et de commenter l'actualité. Mais il y a plein de sujets à détailler, à creuser et à explorer ensemble et à y trouver des opportunités, que ce soit au niveau national ou international. C'est vrai qu'on est focus actualité marocaine, mais il ne faut pas oublier que c'est un domaine ouvert à l'international et quand tu crées une solution ou une start-up dans ce domaine, c'est pas que pour un cadre réduit, mais pour des millions de gens dans différents continents. Ok, merci beaucoup, Ilham. Ismaël, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou sinon, sinon ça Bah, sera bon. je te remercie de nous avoir invités. C'était vraiment super intéressant. Je pense qu'on va continuer. On va continuer les webinaires. Je voulais juste inviter les participants à nous rajouter sur LinkedIn. Voilà, vous pouvez mettre vos LinkedIn, Ilham. Et parce qu'on va créer le mouvement, on va créer une commune, on va créer pas mal de choses. Et du coup, restons en contact et discutons de l'avenir de la blockchain au Maroc. Ok, merci Ismaël. Donc en tout cas, le rendez-vous est pris. On communiquera cette fois-ci un peu plus en avance pour le prochain thème. On va également suivre l'actualité. Il y aura d'autres invités. On aura des tables rondes depuis différents formats autour de ce sujet, mais en tout cas, on s'est engagé à suivre ce sujet de manière très près, partager sur les opportunités qu'il pourrait y avoir, et puis on accueillera d'autres entrepreneurs, d'autres euh, d'autres personnes qui veulent engager des initiatives, et nous verrons en tant que Chambre africaine comment on pourra accompagner ces différentes initiatives et aider, et puis mettre à disposition notre écosystème avec plaisir. En tout cas, merci à tous pour d'avoir répondu présent à ce premier call. Merci Ilham, merci Ismaël, Merci et puis je Bédir. vous dis Merci. à bientôt. À très Merci, bientôt. Bédé. Merci à tout le monde et merci à tous de votre présence. Au revoir. Salam, à la prochaine.